Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, si la personnalité et l'œuvre de la poétesse russe Marina Tsvetaeva devait ou pouvait n'être représentée que par un seul mot, il conviendrait sans conteste d'élire le mot « feu ». L'omniprésence et la toute-puissance de ce vocable, et plus largement de l'incandescence, se retrouvent dans le titre d'un de ces deux recueils traduits du russe et publiés dans la petite collection NRF Poésie Gallimard, Le ciel brûle. Et c'est aussi le titre de certaines de ses confessions publiées au livre de poche Biblio en 2008, Vivre dans le feu. Le poète français Zéno Bianu, qui a préfacé et édité les éditions françaises que l'on vient de mentionner, et qui, sans doute pas par hasard, a intitulé l'un de ses propres recueils « Prendre feu », considère, je le cite, « En vérité, l'existence tout entière de Marina Tsvetaeva apparaît comme un manifeste poétique. Un manifeste où il s'agirait, dans et par-delà le poème, d'explorer sans fin l'état de poésie comme un état de conscience accrue. » Il ajoute « d'enserrer et le feu même, comme l'a décrit Boris Pasternak, Marina la Vésuvienne, ainsi qu'elle se nomma un jour, traverse, subit et transcende l'histoire comme une comète fracassée. » Voici donc une des coulées de lave issues de ce Vésuve dans un poème sans titre daté de mai 1913. Si vous saviez, passant, attiré par d'autres regards charmants que le mien, que de feu j'ai brûlé, que de vie j'ai vécu pour rien, que d'ardeur, que de fougue donnée pour une ombre soudaine ou un bruit. Et mon cœur, vainement enflammé, dépeuplé, retombant en cendres. Oh, les trains s'envolant dans la nuit qui emportent nos rêves de gare, sauriez-vous tout cela même alors? Je le sais, vous ne pourriez savoir pourquoi ma parole est si brusque dans l'éternelle fumée de cigarette et combien de tristesse noire gronde sous mes cheveux clairs. Ou cet autre poème d'avril 1916, adressé à son époux Sergueï Efron, après le cycle intitulé « L'ami » et la rupture de Marina avec Sofia Parnok. Je viens vers toi dans la nuit noire, comme vers le dernier recours. Je suis l'errant privé de famille, le navire qui coule. Sur mes terres, c'est la fin d'un règne, de sombres moines y conspirent, chacun s'affuble du vêtement royal, des valets de meute ont pris le pouvoir. Qui n'intrigue pour prendre mes terres? Qui n'a pas enivré mes gardes? Qui n'a pas distillé le poison la nuit? Ou allumé partout le feu? Les imposteurs, les chiens rapaces m'ont dépouillé de tout. Aux portes de ton palais, ô mon seul roi, je ne suis plus qu'une mendiante. Ou cet autre poème, adressé à une autre grande poétesse contemporaine de Marina Tsvetaeva, la poétesse Anna Akhmatova. Cette fois-ci, le poème sera lu par Caroline Canella après un court prélude musical. Кем полосы не
девушка твоя нынче выженется, чернокосонька моя, чернокнижница. Дни полночные твои, век твой таборный, все работнички твои разом забраны. Ô muse des pleurs, la plus belle des muses, complice égarée de la nuit blanche où tu nais, tu fais passer sur la Russie ta sombre tourmente, et ta plainte aiguë nous perce comme un trait. Nous nous écartons en gémissant, et ce « Ah » par mille bouches te prête serment, Anna Akhmatova. Ton nom, qui n'est qu'un long soupir, tombe en cet immense abîme que rien ne nomme. À fouler la terre que tu foules, à marcher sous le même ciel, nous portons une couronne, et celui que tu blesses à mort dans ta course se couche immortel sur son lit de mort. Ma ville résonne, les coupoles scintillent, un aveugle errant passe en louant le Sauveur. Et moi, je t'offre ma ville où les cloches sonnent, Akhmatova, et je te donne aussi mon cœur. Mais ce feu, c'est aussi celui de l'histoire. Histoire personnelle de Zvetaïeva et histoire avec sa grande hache, comme le disait l'écrivain Georges Perec, les deux trames s'entremêlant de façon tragique. En effet, en 1911, Zvetaïeva rencontre son futur mari Sergueï Efron, qui se battra dans les rangs de l'armée blanche en 1917 et qui, dès 1935, opérera une telle volte-face qu'il commencera à travailler pour les services secrets soviétiques au point d'être mêlé en 1937 à l'assassinat d'Ignace Reiss, un agent de la GPU, la police politique soviétique de sinistre mémoire, qui avait déserté. Efron sera exécuté le 16 octobre 1941, quelques mois après le suicide de Marina, advenu le 31 août de cette même année. Une des deux filles de la poétesse, prénommée Irina, mourra de malnutrition à l'âge de 3 ans, ce que son autre fille, Ariadna, évoque ainsi. Quand j'eus environ 12 ans, je compris que maman ne pouvait alors nourrir, habiller et sauver qu'un seul enfant, mais pas deux. Et elle dut faire ce choix effrayant. Bien sûr, je me suis reproché par la suite la mort d'Irina. Peu après, on commença à distribuer de très bonnes cartes de rationnement. Si cela était arrivé un tout petit peu plus tôt, Irina aurait été sauvée. Je pense que, sans la mort d'Irina, maman aurait réfléchi avant de partir. C'est là le sujet principal, par ailleurs, du roman de William Styron, Le choix de Sophie, et l'expression en anglais « Sophie's Choice » est restée pour désigner à présent un choix insoutenable entre deux possibilités. On n'en finirait pas de mettre en avant les événements les plus tragiques. Ariadna sera arrêtée en 1939 à l'âge de 27 ans et elle ne reviendra du bagne et de l'exil qu'à l'âge de 43 ans. Le fils de Marina, Georgi, dit Moore, né en 1925, sera, lui, tué en juillet 1944 en Lettonie. Voici le bref commentaire de la traductrice Ève Malray dans la postface intitulée « La poétique de la vie chez Marina Zvetaïeva », publiée dans l'édition Le ciel brûle, que j'ai déjà citée. Il est impossible, dit-elle, de trouver une cohérence politique chez Zvetaïeva, qui n'hésite pas à se contredire, à se désavouer, sans embarras. Cette rébellion générale n'est pas le fait d'une militante convaincue de telle ou telle cause, ainsi qu'ont été inévitablement déchiffrés
par ses contemporains ses prises de position en faveur des Blancs ou de tel aspect de la Russie soviétique, mais le rejet provocateur d'un monde où la détermination politique écrase l'aventure individuelle. Cette fronde systématique conduit Tsvetaïeva à définir sa situation en France dans ces termes tragiques. Ici, je suis inutile, là-bas, je suis impossible. Rappelons aussi le suicide de deux grands représentants de la poésie russe, Sergueï Essénine en 1925 et Vladimir Maïakovski en 1930, ce dont témoigne ce poème de Tsvetaïeva, daté du mois d'août 1930, précisément dédié à Maïakovski et mettant en scène la rencontre dans l'au-delà des deux suicidés. Essénine sera désigné par le prénom affectueux Serioja et Maïakovski sera désigné par le même prénom toujours affectueux de Volodia. Il est successivement fait allusion au poème d'adieu qu'Essénine écrivit avec son sang en se coupant une veine, et à celui dans lequel Maïakovski fustigea le suicide d'Essénine, allusion aussi à la dernière lettre laissée par Maïakovski avant qu'il ne se tire une balle dans la tête, lettre dans laquelle il précise « La barque de l'amour s'est brisée sur la vie quotidienne ». Précisons encore, avant de lire ce poème, que la vieille Rosta est une agence télégraphique pour laquelle Maïakovski rédigea en vers et dessina parfois de nombreuses affiches de propagande. Le prénom Alexandre, qui apparaît aussi dans le poème, désigne le poète Alexandre Blok, mort dans des conditions assez tragiques aussi en 1921. Fedor Kuzmich Sologoub était un poète et romancier dont la femme se jeta dans la Neva en 1921. Et enfin, Nikolai Goumilyov était également un poète, le premier mari de la poétesse Akhmatova, dont il a été question. Et Goumilyov a été prétendument impliqué dans un complot anti-révolutionnaire, a été fusillé en 1921. Alors je lis à présent ce texte dédié donc à Maïakovski, avec une épigraphe qui est la suivante. « Je jetterai sur la paume du grain couleur de feu, pour qu'il se tienne au-dessus de l'abîme du monde, rouge comme le feu. » En plein synode des grands seigneurs soviétiques. « Salut, Serioja !»« Salut, Volodia !»« Tu n'en pouvais plus ?»« Pas trop. »« Des raisons générales ?»« Non, personnelles. »« Le coup est bien parti ?»« Normal. »« Ça a bien brûlé ?»« Excellemment. »« Alors comme ça, ta vie est bouclée ?»« J'ai passé la main, comme on dit aux cartes. »« Ça va pas, Serioja. »« Ça va pas, Volodia. » Tu te souviens comme tu m'avais étrillé de toute ton énorme voix de basse qui secouait les planches ? On peut laisser ça. Ta barque de l'amour comme canot de sauvetage, c'est vraiment pour une jupe ? Pas pire que la vodka. Avec ton mufle gonflé, tu es toujours entre deux vodkas ? Ça va pas, Serioja ? Ça va pas, Volodia. Toi, c'est pas un rasoir, du proprement fait. Alors comme ça, ta carte est abattue ? Ça coule. Mais une feuille de plantain. Le collodion aussi fait pas mal. On en met, Serioja ? On en met, Volodia. Et dans notre vieille Russie, comment ça va ? C'est-à-dire où ? En URSS. Quoi de neuf ? Ça construit. Les parents enfantent, les saboteurs sapent, les éditeurs gouvernent, les écrivains grattent. Un nouveau pont a été bâti puis balayé par les hautes eaux. Toujours la même chose, Serioja. Toujours la même chose, Volodia. Et notre vol d'oiseaux chanteurs. Ces poètes, tu sais, sont gens d'expérience. On nous tresse des couronnes, comme aux morts. Mais c'est pour mieux nous piller aussitôt. La vieille Rosta, laquée par les lendemains qui chantent. Pasternak tout seul, ça fait pas beaucoup. Si on y mettait la main à leur chute de niveau. On y va, Serioja ? On y va, Volodia. Et puis tu as le salut. Comment va notre bon Alexandre Alexandrovitch ? Vois-le là-bas, devenu ange. Et Fedor Kuzmich,
près du canal à la recherche des joues rouges de sa femme. Et Gourmiliov Nikolai, il est à l'est, sur une natte sanglante, dans une pleine charrette. Toujours la même chose, Serioja. Toujours la même chose, Volodia. Mais puisque c'est pareil, Volodia, mon cher, si nous portions encore une fois la main sur nous, bien que des mains, nous n'en ayons plus. Malgré ça, Serioja, vieux frère, posons une grenade sous cet empire aussi. Et dans cette aube que nous aurons déclenchée, nous allons bâtir, Serioja. Oui, nous allons bâtir, Volodia. Renvoie expressément à la guerre civile qui a embrasé la Russie après la prise du pouvoir par les bolcheviks. C'est encore un poème sans titre, très court. Tous couchés en rang, sans partage. À bien voir les soldats, où sont les nôtres? Et les autres? Il était blanc, le voilà rouge, rouge de sang. C'était un rouge, le voilà blanc, blanc de mort. Par ailleurs, Marina Tsvetaeva a entretenu des liens étroits avec la France, où elle s'est rendue en 1909, dès l'âge de 16 ans, pour voir jouer Sarah Bernhardt dans le rôle de l'Aiglon, une pièce de théâtre qu'elle affectionnait particulièrement. Et après Berlin et Prague, elle s'exilera à Paris en 1925, vivra à Meudon, puis à Clamart, puis encore à Vanves en 1938. Et ce n'est qu'en juin 1939 qu'elle quittera le port du Havre pour regagner la Russie, pour regagner Moscou. Lisons alors ce poème, vraisemblablement écrit directement en français. On n'a d'ailleurs pas retrouvé le manuscrit du poème intitulé « Neige ». Neige, neige, plus blanche que linge, femme lige du sort, blanche neige, sortilège, que suis-je et où vais-je? Sortirai-je vif de cette terre neuve, neige, plus blanche que page, neuve neige, plus blanche que rage slave, rafale, rafale aux 1000 pétales, aux 1000 coupoles,
rafale la folle, toi une, toi foule, toi mille, toi râle, rafale la soule, rafale la pâle, débride, dételle, désole, détale, à grands coups de pelle, à grands coups de balle. Cavale de flamme, fatale mongole, rafale la femme, rafale, raffole. Cette vie dans le siècle fait donc naître des poèmes de feu, on l'a dit, mais aussi, pour l'essentiel, des poèmes sombres et crépusculaires. Par exemple, un autre poème sans titre que je vais lire à présent. Je le sais, je mourrai au crépuscule, ou le matin ou le soir. Auquel des deux, avec lequel des deux, ça ne se commande pas. Oh, s'il était possible que mon flambeau s'éteigne 2 fois. Je suis passé sur terre d'un pas de danse, fille du ciel, un tablier plein de roses, sans écraser les jeunes pousses. Je le sais, je mourrai au crépuscule, ou le matin ou le soir. Dieu n'enverra pas une nuit d'épervier pour mon âme de cygne. D'une main douce, j'écarterai la croix sans l'embrasser. Je m'élancerai dans le ciel généreux pour un dernier salut. La faille du crépuscule, ou le matin, ou le soir, et la coupure du sourire. Car, même dans le dernier hoquet, je resterai poète. Ou cet autre poème qui dit encore et toujours la douleur de ce siècle ou de ce demi-siècle. Pas de souci pour le poète. Le siècle, va-t'en, bruit, ouste, va au diable, tonnerre. De ce siècle, moi, je n'ai cure, ni d'un temps qui n'est pas le mien. Sans souci pour les ancêtres,
Le siècle, oust, allez, descendant des troupeaux. Siècle honni, mon malheur, mon poison. Siècle, diable, siècle ennemi, mon enfer. Ou cet autre poème, daté de 1934, qui dit la douleur du poète en préfigurant le suicide qui adviendra 7 ans plus tard. Je m'ouvre les veines, irrécupérable et ingarottable, la vie coule à flots. Mettez au-dessous assiettes et seaux. Toutes les assiettes seront toujours plates, petits les seaux. À côté, débordant, sur la terre noire, nourrir la fougère, tombe irréversible, irrécupérable et ingarottable l'averse des vers. Aussi, ne surnageront plus vers la fin que des points d'ancrage désespérés et quasi inaccessibles, comme le Sorbier dans ce poème intitulé « Le mal du pays ». Mal du pays, tocard, ce mal démasqué il y a longtemps. Il m'est parfaitement égal où me trouver parfaitement seul, sur quel pavé je traîne, cabas au bras jusque chez moi, vers la maison, plutôt caserne, qui ne sait pas qu'elle est à moi. Il m'est égal à qui paraître lion en cage, devant quels gens et de quel milieu humain être expulsé immanquablement. En moi-même, dans l'isoloir du cœur, mal vivre, qu'importe où m'avilir, moi, ours polaire, sans sa banquise, je m'en fous, même ma langue maternelle au son, lactée, je m'en défie. Il m'est indifférent en quelle langue être incomprise et de qui. Du lecteur, du glouton de tonnes de presse, abreuvoir de potins, 20e siècle, c'est ton homme. Avant tout siècle, moi je vins. Bûche abandonnée sur les dalles d'une allée, durcie de partout, tout m'est égal, les gens se valent, et peut-être par-dessus tout, égal, ce qui fut le plus cher. De moi ont disparu d'un coup tous signes, dates et repères, une âme née on ne sait où. Mon pays a si peu pris garde à moi que le plus fin limier, sur mon âme de long en large, ne verra rien de familier, temple ou maison, vide, personne, tout m'est égal. Rien à parier, mais si sur le chemin buissonne un arbre, et si c'est un sorbier, ou enfin, comme l'ambre de ce très court poème daté de février 1941, donc quelques mois avant la mort de Marina Tsvetaïeva. Il y a une note intéressante qui précise ceci. On a retrouvé ce poème parmi les 11 écrits par Tsvetaïeva à son retour en URSS. Il est intéressant de noter que dans les 10 autres, on rencontre les mêmes évocations d'objets, notions ou images, l'ambre, le réverbère, le temps advenu ou accompli, le glossaire, la biographie, l'encyclopédie. Voici ce poème sans titre. Il est temps d'ôter l'ambre, de changer les mots et d'éteindre la lampe au-dessus de ma porte.
cours de cette émission, vous avez pu entendre la lecture du poème dédié à Anna Akhmatova. Ensuite, vous avez pu entendre d'Alexandre Scriabine l'opus 8, numéro 12, par le pianiste Stanislav Neuhaus. Ensuite, vous avez pu entendre d'Alexandre Borodine le quartet à cordes numéro 2, interprété par le quartet Amani. Et enfin, vous avez pu entendre la composition de Sofia Gubaï-Doulina, interprétée par Gustavo Dudamel. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.